Radio Foot International, Annie Gasnier. Bienvenue à tous dans ce Café des Sports de Radio Foot International sur RFI. Une émission que, vous le savez très bien, vous pouvez suivre non seulement en son, mais aussi en images pour ceux qui ont envie. Nous sommes sur Facebook Live. Et je ne suis pas seule dans ce studio, comme chaque semaine. Mes invités sont là. Bonjour, Emine Gono. Bonjour, Annie Gasnier. Bonjour à toutes les téléspectatrices. Et bien sûr qu'il fait déjà beau, là, un peu, ça sent l'Afrique. Et à tous les téléspectateurs, je vous salue. Dehors, un petit air de printemps avec un beau ciel azur. Bonjour, bonjour, Xavier. Annie. Oui. Xavier, d'ailleurs, il a mis le rouge. Il fait printemps, beau, là, donc il faut hein. mettre des couleurs. Les couleurs. Les beaux jours reviennent et on s'en réjouit. Oui, tout à fait raison. Bonjour, Alejandro Valente. Bonjour Annie Gasnier. Tout va bien? Tout va très bien. Vous êtes prêt à lire toutes les réactions et les commentaires de nos internautes Absolument, en direct? je suis sur la Super League des commentaires des Facebook Live. Ils sont un peu en colère, je pense, nos auditeurs, comme l'a été le monde du football ou une partie du monde du football au cours de la semaine. Alors aujourd'hui, nous évoquerons le Bayern Munich, la main sur un nouveau trophée, le 31e titre de champion d'Allemagne et le 9e consécutif. Ce nouveau sacre intervient cependant dans un club en crise, son entraîneur ayant décidé de claquer la porte. Tout n'est pas rose ni rouge en Bavière. Ailleurs en Europe, des matchs phares qui décideront du titre de champion. Ce sera le cas en Ligue 1. En France, ce sera aussi le cas en Liga, en Espagne. Et en Première Ligue, on se bat, mais là, c'est pour des places européennes. Le foot européen, donc, toujours en ébullition. La Super League n'a pas décollé, mais la nouvelle formule de Ligue des Champions n'est-elle pas qu'une pâle copie du projet contesté sous pression des clubs les plus riches? Un football européen à la croisée des chemins, et nous vous dirons pourquoi. Enfin, ils sont au générique de Radio Foot International. David Finzel et Pierre Guérin qui m'ont aidé à préparer l'émission. Laurent Salerno est à la réalisation. Et à la réalisation vidéo, il y a Swell Kedir, aidé de Léo Bernard et Jérémy Bessé. À Radio Foot, c'est parti. Jeune, j'étais déjà fan du Bayern. J'ai beaucoup joué pour ce club. J'ai eu la chance de célébrer de nombreux succès avec cette équipe et j'en remercie le club. Flick tirera donc en mai un trait sur 2 saisons au Bayern, saisons qui l'ont vu réaliser l'an passé un sextuplé historique. Au revoir. Et ce sera donc le 7e titre pour l'entraîneur des Bavarois, Hans Flick, le 31e de l'histoire du Bayern Munich. Si l'équipe remporte durant le week-end, et ça sera demain, le match contre Mayence. Thomas Müller et ses camarades, en tout cas, ne rééditeront pas l'exploit de l'an dernier, puisque l'an dernier, ils avaient remporté 6 trophées. Ce 9e titre consécutif confirme cependant l'appétit des ogres bavarois qui ne se satisfont jamais de décrocher, même lorsque la saison a très mal commencé. Il serait sacré avec 10 points d'avance, Alejandro Valente, 10 points d'avance dès la 31e journée. Alors on se souvient qu'une fois ils avaient gagné très tôt aussi avec Pep Guardiola, mais ça n'arrive pas si souvent, même au Bayern Munich. Bien sûr, même s'il faut dire que le championnat d'Allemagne est plus court que les autres, puisque il n'y a que 18 équipes. Voilà, il y a moins d'équipes, donc ça se termine plus rapidement, mais c'est un exploit, c'est une belle performance pour le Munichois. Qui ont réussi encore une très belle campagne. Ils sont largement devant tous les autres. Et quand on pense que Dortmund n'est que 5e ou le Bayer Leverkusen que 6e, on voit que quand même le championnat d'Allemagne, derrière le Bayern, reste un championnat très compétitif et très ouvert. Compétitif, mais c'est pas à chaque fois l'Allemagne qui gagne, c'est à chaque fois le Bayern qui gagne, en tout cas ces dernières années, même quand il commence mal, Xavier. En Bundesliga, ça a été surtout le cas la saison dernière. Celle-ci, ils ont plutôt pas trop mal géré la situation. Mais ce qui fait aussi l'avantage du Bayern, c'est que effectivement, derrière, il y a de bonnes équipes qui bataillent pour cette 2e, 3e et 4e place qualificative pour la Ligue des Champions, puisque Elche fait le rappeler, Dortmund
Dortmund et Leverkusen ne sont que 5e et 6e, donc pour le moment hors des zones Ligue des Champions. Mais si vous vous souvenez bien, les années où même Guardiola était là, quand Dortmund était très fort, du coup, il y avait vraiment un duel entre les deux, entre le Bayern et Dortmund. Là, Dortmund est un peu moins fort. Il y a eu avec Leipzig quand même. Il y a eu un peu avec Leipzig, mais ils ont pas la popularité que peut avoir Dortmund, parce que c'est un club récent, qui n'a pas la même histoire, qui vient de l'Est de l'Allemagne, qui n'est pas dans moins le bassin. Populaire. Voilà, qui est même parfois très haï par certains supporters, parce que c'est un club un peu artificiel, quand Dortmund est un club qui a une énorme assise populaire. Donc le Bayern, quand en plus le Borussia Dortmund, voire Schalke 04, qui est encore bien moins classé, alors que c'est aussi un club très populaire, sont pas dans la course, le Bayern se balade. On voit que Xavier a mis les couleurs du Bayern aujourd'hui. Rémi, cette équipe, elle réussit encore à remporter le championnat, le 9e titre consécutif, alors que c'est une équipe moins forte que l'an dernier. Et Hansi Flick s'en est plein, d'ailleurs, on va y venir. Oui, je crois que Xavier Barret fait une analyse erronée, dans la mesure où il dit que non, les hostilités sont ouvertes. Ah oui, mais il dit que, vous voyez, Dortmund n'est pas fort, tel n'est pas fort, mais il oublie néanmoins que Leipzig, on l'a vu, bien évidemment, aller en Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, on trouvait cette équipe redoutable. On sait très bien qu'on vient de voir, par exemple, Dortmund qui était à 1 centimètre d'éliminer, par exemple, son Manchester City dont il parle. Donc, subitement, il trouve qu'il n'y a pas de bonnes équipes là-bas, alors qu'on les voit évoluer en Ligue des Champions. Moi, je crois plutôt que là, par rapport à ce que je vois, c'est le meilleur entraîneur du Bayern. Et là, je peux d'ailleurs dire que contrairement à Pep Guardiola, parce que justement, on voulait évoquer tout de suite là qu'il a fini avec une certaine période. Mais attends, moi je trouve qu'il n'a pas dépensé et surtout, il a su réorganiser une équipe en crise sans mettre directement les caisses du Bayern en danger. Moi, j'ai dit que... Le problème de la situation, c'est qu'ils ont dépensé, mais que lui, comme ce n'est pas les joueurs qu'il a choisis, ils ne les font pas jouer. Donc il y a quand même un petit malaise au Bayern. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'en va. Justement, puisque Rémi, vous avez un peu dévoyé la suite du sujet, c'est effectivement ça. On a une équipe qu'on surnomme le Rekordmeister parce qu'il enchaîne les titres et d'une manière très régulière. De temps en temps, on a un Dortmund ou une autre équipe qui vient voler pratiquement le titre de champion. Mais le Bayern Munich vit en ce moment des journées compliquées. On l'a même surnommé le FC Hollywood parce que, pour ce qui est du off, de ce qu'on ne voit pas, l'entraîneur a déclaré son intention la semaine dernière devant les caméras, et sans prévenir personne apparemment, de ne pas honorer son contrat, de partir avant la fin. Ça a mis en colère les dirigeants. Les fans, eux, se sont mis en colère contre le directeur sportif qui est accusé directement, d'ailleurs, par Hansi Flick d'avoir mal recruté. C'est un peu le paradoxe. Il y a une pétition, 70 000 personnes ont voté pour le départ de ce directeur sportif. Hassan Salihamidzic, qui est un ancien très bon joueur aussi du club. Mais il faut voir que... au Bayern, ça a toujours été comme ça, en fait. Depuis les années 70, le Bayern, c'est l'équipe à battre en Allemagne. Et donc, forcément, il y a une énorme attention médiatique sur le Bayern. Et dès qu'il y a deux joueurs qui s'écharpent à l'entraînement, vous vous souvenez peut-être, il y avait eu Lizarazu face à Matthäus, par exemple, ça fait les gros titres des journaux, parce qu'il y a effectivement une concentration d'intérêt sur ce club qui est justifié par son palmarès, d'ailleurs, et par la qualité des joueurs. Malaise. Alors, le malaise, il est lié effectivement au désaccord qu'il y a entre Hansi Flick et Hassan Salihamidzic quant au recrutement. Bon, c'est quelque chose qui est sorti sur la place publique. Salihamidzic, il vient d'être intronisé directeur sportif, avec la volonté, effectivement, des dirigeants bavarois d'installer une nouvelle génération de responsables. Il ne faut pas oublier que Karl-Heinz Rummenigge arrête à la fin de la saison et que c'est Oliver Kahn, l'ancien gardien, qui va être le président du club. Donc, du coup, c'est difficile de dire comme ça, on maintient pas notre confiance aux dirigeants qu'on a installés parce qu'il est en conflit avec l'entraîneur. Et c'est ce qu'a ressenti Hansi Flick, et il a décidé de partir. Qui est entraîneur, rappelons-le, qui était arrivé comme adjoint, qui a finalement été titularisé quand Niko Kovac a été viré, qui a réussi des résultats extraordinaires et qui donc espérait avoir plus de pouvoir. Il ne l'obtient pas. Mais Rémi, justement, vous faisiez encore allusion à Pep Guardiola, mais oublions Pep Guardiola parce qu'il y avait eu Jupp Heynckes qui avait aussi un peu fait ça. Il avait été appelé en catastrophe et il avait fait gagner tout à l'équipe du Bayern Munich cette année-là quand il était arrivé. Oui, mais c'est en 2013, si je ne me trompe pas. Oui, et c'est 2013. Et justement, c'est en 2013 qu'il fait le quadruplé. Donc, justement, parce qu'il arrive comme ça. Voilà, ça, c'était avant Pep Guardiola. Voilà. Mais attends, c'est pas toi, Rémi.
Je m'appelle Rémi. Sans blague. Allez-y, Rémi. Allez-y, Rémi, alors. Donc, justement, quand on essaie de regarder par rapport aux autres, Jupp Heynckes, bien sûr, avait essayé de poser certaines conditions et on a laissé qu'il ait des mains libres. De même, on a quand même offert à Pep Guardiola une énorme enveloppe et je devrais quand même dire que le seul joueur qui avait été recruté, par exemple, avant son arrivée, c'est-à-dire qui était très cher, c'était par exemple le gardien de but Neuer en 2011 à 18 millions d'euros. Donc, le Bayern avait recruté pour 40 millions d'euros. Mais là, par exemple, là, on prend un directeur sportif. Il trouve que un entraîneur est en train de réussir. Il lui dit, voici telle pierre qu'il me faut pour construire un temple. Il te dit, non, je te donne des briques de terre, je te donne plutôt du sable qui est déjà moisi, et puis tu vas m'élever la tour Eiffel. Il dit, mais c'est pas possible. Si ça se fait comme ça, si je ne peux pas avoir les pierres que j'exige pour avoir une construction de maison, alors qu'ailleurs, vous avez dépensé pour Pep Guardiola, quand il est venu, vous avez dépensé, au moins, il a pris 20 nouveaux joueurs. Il y a eu 20 nouveaux joueurs. Il faut rappeler, Rémi Ngono balance des chiffres comme ça, mais les circonstances étaient différentes. Quand le Bayern de Munich est allé chercher Pep Guardiola, il faut rappeler que Guardiola était à New York, il prenait une année sabbatique. Ils sont allés le voir 6 mois avant la fin de saison. Uli Hoeneß était à l'époque l'omnipotent directeur sportif du Bayern. Il est allé le voir, il a discuté avec lui, il a dit voilà comment est-ce qu'on va construire l'effectif, et ils l'ont construit ensemble. Là, on est dans un contexte différent, puisque Hansi Flick, il arrive en remplacement de Niko Kovac, donc ils doivent improviser, et Hassan Salihamidzic, il est installé pour se prendre la suite d'Uli Hoeneß. Après, il y a un conflit de personnes sur des choix de joueurs. Tout le monde arrive comme ça, comme Zinedine Zidane. Zinedine Zidane est arrivé en remplacement, il est resté là. Mais vous il ne pouvez pas. Mais non, Zidane n'a pas eu tous les joueurs qu'il voulait. C'est pas vrai. Parce que l'institution Real Madrid est plus forte. L'institution Bayern de Munich est plus forte. Et justement, c'est parce que ces institutions sont plus fortes que Pep Guardiola était plus fort que tout le monde. De telle sorte que... Ils étaient allés négocier, préparer l'arrivée de... Ce que je viens d'expliquer, il fallait m'écouter. Ils ont préparé l'arrivée de Pep Guardiola pendant presque 1 an, les dirigeants du Bayern. Mais c'est pas le sujet, Pep Guardiola. Je ne sais même pas pourquoi on parle de lui. Alejandro Hansi Flick, lui, il y a quand même eu 2 choses qui ont atténué cette saison. Certes, il n'a pas eu les recrutements qu'il aurait désirés, mais il y a d'abord eu la pandémie et beaucoup de joueurs malades à des moments essentiels. Et on pense évidemment au quart de finale. Et puis, Hansi Flick a peut-être aussi d'autres envies que le Bayern. Oui, maintenant qu'il a tout gagné avec eux. Voilà, je pense qu'il fait un peu ce qu'ont fait d'autres entraîneurs en son temps, c'est-à-dire il a réussi, il a d'autres projets, il a peut-être la possibilité de prendre l'équipe d'Allemagne et il se dit je pars par la grande porte, parce que quand même s'il n'a pas gagné à nouveau la Ligue des Champions, il part par la grande porte et il pourra revenir le moment venu. Et là, il a tenu un discours très apaisant depuis qu'il a annoncé son départ, puisqu'il avait dit « ça ne va pas perturber les joueurs, ce que j'ai annoncé ». Et effectivement, on l'a vu. Ça perturbe surtout les supporters. Voilà, mais pour la dernière journée, l'équipe a parfaitement géré la situation, a gagné son match et a pu pratiquement assurer les titres 4 journées avant la fin. Au Bayern, ils sont quand même pas très contents que Flick ait sorti ça en conférence de presse. Bayern, ils sont même furieux, les dirigeants. Oui, ils avaient prévu d'annoncer la séparation d'un communiqué commun, et en fait, c'est Flick qui a pris tout le monde de vitesse en l'annonçant lors de la conférence de presse. Parce qu'également aussi, ils prennent des décisions sans informer Flick, et il apprend aussi. Et même chose, et puis il dit, avant qu'on ne vienne gâter totalement l'équipe, que je ne pourrais pas assurer des résultats, eh bien je m'en vais. Il y a un proverbe africain qui dit, quand le poisson dure trop au marché, il finit par pourrir. Donc il est parti à temps. De toute façon, Rémi, quand on a gagné 6 titres en une saison, c'est toujours difficile de faire mieux la saison d'après. Continuons vers les championnats européens. On est aussi à des journées importantes. Cette chasse aux dogs lillois s'annonce passionnante. À 5 journées de la fin, le LOSC compte un point d'avance sur le PSG, 2 sur Monaco et 3 sur Lyon. Lille qui se déplace en terre lyonnaise dimanche prochain.
C'est un peu la chasse à courre avec des dogs, n'est-ce pas? Le titre de champion de France passe par Lyon pour ces dogs. Dimanche soir, au soir de la 34e journée de championnat, en France on en a 38, eh bien le LOSC ne devra pas flancher sous peine de voir un PSG en très grande forme ces temps-ci le dépasser au classement de la Ligue 1. L'OL qui vient d'être éliminé en Coupe de France par Monaco, prêt à tout pour se placer sur le podium et décrocher la Ligue des Champions. Vous le savez, en France, il n'y a que 3 places, mais Lille est si près du but. Qu'en pensez-vous, Xavier Barré, dans cette espèce de course où il y a 3 sièges pour 4 personnes? Oui, et puis il y a surtout le titre pour le LOSC. S'ils gagnent tous les matchs qui leur restent, ils seront champions puisqu'ils sont en tête. Et je pense que le dernier virage le plus compliqué à gérer pour eux, c'est justement ce déplacement à Lyon. Exactement. Et si on regarde bien ce qui s'est passé cette semaine, eh bien Lyon a été éliminé de la Coupe de France. Alors c'est vrai, c'était pas tous les titulaires qui avaient aligné Rudy Garcia. On a eu un drôle de match. Ils ont été sortis par Monaco. Ils n'ont pas eu de chance non plus, c'est vrai. Ils ont touché 3 poteaux. Bon. Mais le LOSC, lui, a eu toute la semaine pour se préparer, puisqu'ils sont plus en Coupe de France, ils avaient été éliminés au tour précédent par le Paris Saint-Germain. Donc, Lille gère plutôt bien ses déplacements. Ils sont venus gagner au Parc des Princes en championnat. Là, ils vont à Lyon avec une semaine pleine, voire même presque une semaine et demie, puisqu'ils avaient joué le vendredi soir pour préparer ce rendez-vous. Moi, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire, parce qu'ils sont sur une belle dynamique. Même s'ils n'ont pas gagné le dernier match contre Montpellier, ils avaient fait preuve de beaucoup de détermination pour revenir au score. Et donc, je pense qu'ils ont quand même une magnifique aventure à conclure. Mais pour ça, il faut gagner à Lyon. Alejandro, on aura le PSG à Metz, on aura Monaco à Angers. Et donc, Lille qui est vraiment en danger. Ils sont suivis par le PSG, marqués à la culotte, comme on dit, un point. L'avantage, enfin, si on peut dire, de Lille, c'est qu'au moment de fouler la pelouse du Groupama Stadium, ils connaîtront les résultats aussi bien du PSG que de Monaco. Donc, ils seront fixés sur ce qu'ils peuvent ou pas se permettre. C'est un léger avantage, mais c'est vrai que le PSG et Monaco, qui ont des matchs plus faciles, ont la possibilité éventuellement de passer se rapprocher. Devant. Rémi? Oui, c'est très difficile pour Lille. Il est vrai que Lille a aussi un avantage, c'est que c'est une équipe qui aujourd'hui est très solide. Et d'ailleurs, vous regardez que même sur le plan européen, par rapport au gardien de but, c'est l'équipe qui encaisse le moins, c'est-à-dire qu'avec Mick Maignan, qui, par exemple, a arrêté 80% des tirs, derrière Thibaut Courtois, 81,23%. C'est un atout. Donc, c'est un atout, parce qu'à la fin de la saison, il faut toujours avoir une muraille. C'est-à-dire, vous marquez, et vous pouvez au moins avoir une assise. Un peu comme le PSG et son Navas. Voilà, donc aujourd'hui, je crois que Lille, quand je vois l'état de forme, Lille peut bien battre Lyon. Et Lille peut tenir comme peut-être Montpellier a aussi tenu, hein, ou bien Monaco a tenu pour gagner finalement le championnat de France devant le grand club qatari si riche. Oui, mais Lille peut aussi glisser de la première à la 4e place au terme de la journée. Oui, donc c'est quand même une situation compliquée. Alors sur Facebook Live, il y a beaucoup de commentaires et beaucoup ont remarqué que Xavier Barré a choisi les couleurs des équipes qui sont en tête en ce moment. Le Bayern, Lille, l'Atlético Madrid. Moi, je donnerais quand même un carton rouge à un de nos auditeurs, Bercy Maïna, qui se demande est-ce que Xavier est un homme ou une femme parce qu'il porte une veste rouge. Alors, on peut être un homme et porter une veste rouge quand même. Oui, à la télévision. En France, on a le droit de porter une veste rouge. Du rouge, eh bien, en Angleterre, il y en a évidemment toujours, avec les Reds notamment, ou les Red Devils bien sûr, mais aucun des deux n'est en tête ni sera champion. La Première Ligue qui ne doit pas échapper aux Citizens, mais c'est derrière que la bagarre est rude pour décrocher la lune. Alors pas celle de Thomas Pesquet, mais celle d'être dans le Big Four de la Ligue des Champions. City et Man U devant, mais ensuite on a Leicester. Et puis, Chelsea et West Ham qui se retrouvent avec le même nombre de points et qui seront face à face dimanche après-midi. Salim Bomgali, notre spécialiste du foot anglais que vous entendez dans Radio Foot et qui a un fort penchant pour les Hammers, vous le savez aussi, eh bien, il a donné à David Finzel les 3 raisons de croire à une victoire de West Ham. 3 raisons pour croire en la victoire de West Ham. Première raison, West Ham est la 2e meilleure équipe à domicile cette saison. Oui, 2e meilleure équipe. Chelsea est loin de régaler à l'extérieur. C'est bel et bien une première raison et un fait statistique. 2e raison pour appuyer ça. West Ham dans les derbys londoniens, mais au final ça se passe pas si mal que ça.
Cette année, victoire face à Tottenham et un nul également. Cette année également, un nul miraculeux mais incroyable surtout face à Arsenal, des matchs surtout face au gros qui ont été bons, une défaite mais de rien face à Manchester City 2-1, oui même pas ce gros, West Ham est bon, est très bon. Troisième raison, mais Chelsea offensivement c'est pas top. Regardez ce match face à Brighton, 0-0 mièvre, pas d'occasion, Brighton aurait dû gagner, donc oui, West Ham va gagner. Il en est convaincu, Salim Bongali. Et vous, Rémi, est-ce que vous êtes convaincu par Salim? Salim, puisque tu m'as montré le doigt, il faut savoir que, bien sûr, que Chelsea n'est pas ce que tu dis là, mais Chelsea est où? En Ligue des Champions. N'est-ce pas? On vous parlait là des meilleures équipes, n'est-ce pas Salim? De l'Europe. Et tu me parles de West Ham, qui est en train de traîner de l'autre côté. Voilà la raison pour laquelle moi, je crois à Thomas Tuchel. Moi, je crois à Chelsea. Moi, je crois à sa victoire. Moi, je crois... Sauf à la victoire de Chelsea devant le Real Madrid. il croit en Thomas Tuchel alors qu'il n'arrêtait pas de le critiquer quand il était au PSG. Rémi... Non mais vous voyez qu'il ne croit pas à la victoire face au Real Madrid. Alejandro, ce match dans le match entre ces deux équipes, alors West Ham, s'ils ne sont pas sur la scène européenne, c'est parce que d'habitude, ils étaient assez loin dans le championnat anglais. Après, il faut dire que c'est quand même la 4e place reste très ouverte, parce que vous avez une équipe comme Everton qui a des matchs en retard, qui peut remonter. Liverpool On a aussi. Tottenham qui ne joue pas ce week-end parce qu'il joue la finale de la Coupe de la Ligue contre City. Liverpool, évidemment, aussi qui affronte Newcastle. Donc, il y a quand même une lutte pour la 4e place qui reste très ouverte. Xavier? Mais cette équipe de West Ham est vraiment intéressante parce que jusqu'à présent, vous l'avez rappelé, ils étaient souvent plutôt dans la deuxième partie de tableau, malgré des investissements colossaux, des entraîneurs qui changeaient tout le temps. Et finalement, on s'aperçoit que David Moyes, eh bien, sur la durée, il a réussi à construire un ensemble à peu près cohérent. Qui avait bien travaillé à Everton, il faut le rappeler. Oui, mais qui après s'était perdu. À Manchester United, à Sunderland, il était déjà passé. Oui, on y croyait. Franchement, moi, j'y croyais pas du tout à ce que David Moyes réussisse à relever les Hammers. Et finalement, il y est arrivé. Il arrive en plus là pour ce match contre Chelsea dans un contexte favorable parce que Chelsea, vous l'avez mis dans vos titres, Annie. Ils ont la Ligue des Champions derrière et la demi-finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid. Donc, on sait très bien que les joueurs, quand ils ont ça en tête, eh bien, ils ne se livrent pas complètement, même si c'est un derby de Londres. Et il y a sûrement une très belle carte à jouer pour les Hammers. Contre Brighton, ils ont beaucoup souffert. Oui. Rémi, juste une petite question. Tottenham, qui est aussi potentiellement encore européen. Tottenham, c'est désormais sans Mourinho? Où est-il parti? Il est parti. Ah bon? Oh là là. Mais il a été viré. Oh là c'est là. pas Hansi Flick. Ah bon? Mourinho est parti? Ah mais j'étais en train de dormir comme s'il est parti. Bon, en tout cas, Mourinho, il a fait comme Pep Guardiola, il a pris une année sabbatique. Peut-être tu peux lui demander qu'il te donne un peu d'argent, parce qu'avec l'indemnité de licenciement qui touche, il a de quoi vivre pendant de nombreuses années sans nous embêter sur les bancs de touche maintenant. Pour terminer, Alejandro, parce que j'avais oublié d'évoquer l'Espagne. Oui. Alors l'Espagne, là aussi, on a la bagarre pour le titre, mais elle reste constante pour l'instant. C'est-à-dire qu'on a l'Atlético, on a le Real Madrid à 1 point derrière et on a le Barça qui a en plus un match en retard. Tous les 3 ont gagné cette semaine, donc on en est à peu près au même statu quo. Oui, et les 3 ont des matchs assez compliqués ce week-end puisque le Real affronte le Betis qui lui a souvent posé des problèmes. Barcelone se déplace à Villarreal. Et l'Atlético Madrid à Bilbao. Donc, il y a probablement de quoi laisser des plumes. Pour l'instant, il y a 2 équipes qui ont un énorme avantage. C'est l'Atlético et Barcelone qui ne dépendent que d'elles-mêmes, puisque si elles gagnent tous leurs matchs, elles seront championnes. Le Real est à l'affût et il pourrait profiter notamment d'un éventuel match nul entre Barcelone et l'Atlético Madrid dans 2 semaines. Mais en attendant... la situation reste très ouverte et même Séville n'est pas très loin. Xavier, malheur à celui qui laisse des plumes ce week-end? Ah bah clairement.
Clairement, parce que cette course au titre, elle est très indécise, plus qu'on le pensait quand l'Atlético avait beaucoup d'avance. Le Real, lui, il joue aussi en Ligue des Champions. Rémi Ngono nous le rappelle tout le temps. C'est donc, la seule équipe voilà, des 3. Donc ils sont sur 2 tableaux. Le Barça, lui, a déjà accroché la Coupe d'Espagne, donc ils ne termineront pas la saison blanche. Ils ont un trophée important pour cette année. Et à partir de ce moment-là, celui qui a le plus à perdre, ça reste l'Atlético quand même. Mais moi, je vous avais dit, lors du précédent débat, avant le Classico, n'enterrez pas l'Atlético, eh bien, ils sont toujours en tête. Hein. Même si on dit qu'ils vont moins bien, ils sont toujours leaders. Rémi? Je crois que lorsqu'on voit les 3 équipes, c'est le Real qui est mieux placé. D'autant plus que vous avez quand même constaté que le Real est l'équipe qui a été la plus décimée et que n'avait même pas de défense. On sait désormais qu'il y a certains cadres qui vont revenir, qui sont en train de revenir. Donc non seulement on pourra revoir enfin Carvajal, on pourra revoir même Eden Hazard qui va revenir également, sans pour autant oublier que dans les prochains jours, sans l'ombre d'un doute, Sergio Ramos va aussi faire son retour. Donc, à la fin, le Real Madrid, même s'il est sur 2 tableaux, retrouve plutôt un effectif consistant. Il faut quand même savoir que ce Real Madrid jouait pratiquement sans une défense. Mais quand on réalise quand même que sans cette défense, néanmoins, il y a eu 6 clean sheets avec Nacho ou encore avec tout simplement... Donc Rémi, ce week-end, il passe tranquille. Ce ne sera pas tranquille, mais ils vont passer. Ils vont passer. Bon, on verra. Alors, il reste du suspense, surtout ces championnats et ces matchs phares du week-end. Ne les manquez pas et ne manquez pas les rendez-vous, notamment West Ham Chelsea. Ce sera demain soir et non pas dimanche. Et comme chaque semaine, pour Radio Foot, nous avons décidé dans ce Café des Sports d'accorder du temps à nos camarades du service des sports et notamment à Martin Guez. Avec un jour, un match, vous en avez pris l'habitude. Nouvel épisode. Et cette fois, il s'agit de la victoire de l'Égypte à la CAN en 2010. C'était face au Ghana. Et je vous propose de retrouver un jour, un match avec Martin Guez. En 2010, l'Égypte réalise un triplé pharaonique et reste à ce jour le pays le plus titré du continent, avec 7 Coupes d'Afrique des Nations au compteur. Anonyme en Coupe du Monde, l'Égypte rayonne sur le foot africain au sommet de son art. En 2010, avec une 3e couronne continentale de rang, et ce malgré une rude concurrence. Le premier acte du triplé commence en 2006, à domicile. Les Pharaons dominent en finale la Côte d'Ivoire de Didier Drogba. Des éléphants au firmament, mais vaincus par Ahmed Hassan et les siens au tir au but. Ahmed Hassan qui va montrer l'exemple. Ahmed Hassan qui prend Jean-Jacques Cuisier à contre-pied. Philippe Drogba, Didier Drogba, un capitaine, va essayer de répondre à un autre capitaine. Drogba et Adari Aboutreka, le pied droit d'Aboutreka, c'est dedans. L'Égypte a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Après la Côte d'Ivoire de Drogba, c'est le Cameroun de Samuel Eto'o qui cède face aux invincibles Égyptiens. 5 victoires et un nul lors de la CAN 2008 et une nouvelle victoire en finale 1-0 face aux Lions indomptables grâce à la légende Mohamed Aboutreka. Attention, Aboutreka qui marque. Oh, quelle erreur de la défense camerounaise. Ils ont offert le but aux Égyptiens. C'est terminé, l'Égypte est championne d'Afrique ici à Accra. L'Égypte a battu le Cameroun. En 2010, en Angola, Aboutreka n'est plus là. Au contraire de l'indéboulonnable Ahmed Hassan et de la surprise Mohamed Guedo, remplaçant buteur et meilleur réalisateur du tournoi. Comme en 2006, comme en 2008, c'est un sans faute pour l'Égypte. 6 matchs, 6 victoires. Et pour finir, cette finale irrespirable à Luanda, où Mohamed Guedo sort du banc et de sa boîte pour inscrire face au Ghana le but de la victoire à la 85e minute. Troisième couronne de suite pour l'Égypte et pour le sélectionneur Hassan Chiata. Une grande première et 7e titre continental. Le pays trône tout en haut de la pyramide africaine, avec au Panthéon le gardien Essam El Hadari et le milieu Ahmed Hassan, 4 fois vainqueur de la CAN. Un grand moment dans l'histoire du football égyptien. Rémi Ngono, ils sont redescendus de la pyramide quand même, les Égyptiens, en dépit de Mohamed Salah. Est-ce que les Algériens, pour vous, pourraient par exemple être une équipe qui reproduirait 3 fois une victoire ? Honnêtement, ce que l'Égypte a eu à faire était extraordinaire. Et puis, c'était une équipe aussi qui avait déjà cet ADN, c'est-à-dire que ne réussissant pratiquement pas la Coupe du Monde, mais terrorisant tout le monde en Afrique.
Donc c'était quand même quelque chose qui Les était... plus forts. Voilà. Donc, mais quand on essaie de regarder cette équipe d'Égypte et l'équipe d'Algérie, il y a des similitudes. Parce que l'équipe d'Algérie aujourd'hui, contrairement aux équipes algériennes qui étaient trop techniques, mais qui n'étaient vraiment pas ce qu'on peut dire les guerriers du désert, comme veut dire leur nom, aujourd'hui, l'équipe d'Algérie est un bloc. C'est des vrais guerriers. Et quand on essaie de on les a vus pendant les éliminatoires. Ils n'ont pratiquement pas perdu depuis au moins 28 matchs. Leur dernier était un match nul au Soudan. Ils n'ont pas perdu. Donc, quand vous regardez que tous les adversaires viennent se casser les dents, que vous ayez une attaque comme celle du Sénégal, vous ne parvenez pas. Que vous soyez n'importe qui, ils vous détruisent ou alors ils font un nul. Et quand on essaie de regarder aussi la capacité de certaines individualités telles que Mahrez et tout, on se dit, cette équipe d'Algérie... Elle est là peut-être pour durer. Oui, elle a encore beaucoup de temps. Elle s'est installée. Une équipe qui est descendue de la pyramide aussi, mais une pyramide moins glorieuse, c'est l'équipe de Bordeaux. Et justement, nous allons en parler. L'aventure américaine en terre girondine a tourné court, malheureusement, et très court. 2 ans, un petit tour de 2 ans d'investissement de King Street aux Girondins de Bordeaux. Et puis, sortie de route depuis hier soir, on le sait, le fonds d'investissement vient d'abandonner le club et les Girondins sont menacés de faillite. L'équipe déjà en lutte pour ne pas être reléguée, elle est 16e actuellement de la Ligue 1, eh bien elle doit maintenant se battre pour ne pas disparaître ou pour ne pas être reléguée. Un club créé en 1881, où sont passées les gloires comme Zidane, Lizarazu, Dugarry, Giresse, Tigana et même récemment Marouane Chamakh ou Johan Gourcuff et tant d'autres. Xavier Barré, on peut faire presque un parallèle, même si c'est pas du tout la même situation financière, mais avec le FC Nantes. On a l'impression que ces clubs glorieux sont un peu mis en pâture du monde du foot business, ultra business du moment. Exactement. Le problème de Bordeaux, c'est qu'ils avaient un actionnaire qui était le groupe M6. Et ce groupe cherchait à vendre le club. Un groupe de télévision française. Voilà, ils ont cherché pendant plusieurs années à le vendre. Ils ont réussi à le vendre en 2018 à un fonds d'investissement, le GAPC, un fonds d'investissement américain, qui très vite s'est retrouvé un peu pris de court, qu'il a refilé à un autre, King Street. Et en fait, pour ces gens-là qui n'y connaissent rien au football, c'est juste du business. Et donc, quand ils font les comptes et qu'ils voient que ce club... Ils ne savent pas qu'un club de foot n'est pas rentable. Probablement... En fait, ils ont pensé qu'avec les fameux droits télé que devait payer Mediapro et avec la bonne tradition de formation à la française, qu'ils allaient gagner de l'argent avec les Girondins de Bordeaux, parce qu'ils auraient des droits télé et qu'ils pourraient revendre les joueurs formés au club. Manque de peau, les droits télé ne sont pas tombés, donc il y a un déficit important, 67 millions d'euros, ils ont dû combler là cette saison, et donc du coup, pour eux, c'est plus possible, puisqu'ils ne sont pas là par amour du sport, ils sont là pour faire du business. Et malheureusement, je me souviens de l'ancien directeur général de la Ligue, qui se réjouissait des investisseurs étrangers, notamment des Américains. C'est malheureusement pas le seul club français qui est dans ce cas-là, avec des gens qui sont venus attirés par la perspective de ces droits télé que Mediapro n'a donc jamais payé, et donc d'autres clubs risquent aussi de se retrouver dans une situation délicate. Alejandro, c'est triste, d'autant plus que ces clubs historiques, on va dire, ont de moins en moins voix au chapitre et de moins en moins de belles carrières. Et évidemment, on pense tous à des compétitions UP comme les compétitions européennes. À la limite, pensons à la Ligue Europa. C'est le risque de confier quand même la gestion des clubs à des investisseurs étrangers qui, comme le disait Xavier, n'y connaissent pas grand-chose. Quand ils pensent à Bordeaux, les Américains pensent surtout au vin. Au vin, bien sûr. Et le vin qui n'a jamais risqué beaucoup d'argent dans l'équipe de foot. Mais les belles cuvées des Girondins sont bien loin derrière. Vous aviez évoqué quelques grands noms. Aujourd'hui, ils ont dépensé quand même beaucoup d'argent. C'est sûr que le Covid n'a rien arrangé, l'aventure Mediapro non plus. Mais le fait est que ce sont des investisseurs qui n'ont pas des liens avec les terroirs, qui n'ont pas des liens avec le football français et qui, dès que la situation se dégrade, n'ont qu'une envie, c'est partir. Rémi, dans ce contexte, on va en parler de la Super League. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin du foot glamour, des clubs de cœur, des clubs qui font rêver et que maintenant il faut se soumettre au diktat de l'argent ? Pour qu'un club fasse rêver, il faut qu'il joue bien.
je suis surpris que Alejandro Valente dise que non, attendez, c'est des joueurs, par exemple, par rapport aux investisseurs américains qui arrivent à Bordeaux parce qu'ils ne connaissent pas le football français. Ça joue beaucoup quand même. Mais je vais quand même dire, le football anglais n'est contrôlé que par des étrangers. Et quand vous essayez de voir que ça marche, pourquoi? Parce que là-bas, il y a aussi le spectacle. Regardez le football allemand. Quand on me disait, par exemple, que l'OM devient le Bayern. Mais la Première Ligue est très valorisée, Rémi, il y a ça aussi. Et en droit télé, notamment. Mais regardez l'Allemagne. Allons-y. Quand on essaie de regarder l'Allemagne, c'est 18 clubs. Mais on voit quand même qu'au niveau du chiffre d'affaires des équipes allemandes, si on exclut le Covid, juste avant Covid, ça fait 4 milliards 100 millions d'euros. Voilà le chiffre d'affaires. Quand on essaie de regarder les clubs français, le chiffre d'affaires à cette période, c'est 2 milliards 700 millions. Bon, mais on se dit, ils vont peut-être investir dans ce qu'on peut appeler les bons jours et tout et tout. Mais le problème, c'est quoi? C'est que vous allez voir certains entraîneurs, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle les droits télé, il y a le spectacle, les gens doivent aller au stade et tout et tout. Beaucoup de gens aujourd'hui arrivent au stade, ils veulent voir Bordeaux jouer, on se rend compte que tout le monde est regroupé par derrière, qui va jouer, eh bien, c'est Paris Saint-Germain qui va faire le jeu, ou bien c'est deux, trois équipes. Finalement, c'est parce que les équipes jouent mal. On va y venir justement quand même à ce côté argent, match et rentabilité, avec un football européen qui eh bien, nous semble à la croisée des chemins. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Il pensait convaincre les amoureux du foot en leur promettant de grands matchs. La navette Super League se crache. Les dominos s'écroulent un par un. C'est pas qu'elles se dégongent, c'est qu'elles font pchit. La Super League a fait pchit en quelques jours, projet avorté. Il a cependant ce projet secoué la semaine footballistique à Radio Foot et un peu partout dans le football européen. Et au-delà, puisque c'était aussi jusqu'aux États-Unis. Il a surtout menacé, à notre sens, les valeurs du sport. Les valeurs du sport, c'est-à-dire le mérite et non pas une ligue fermée, privatisée. Les 12 clubs traîtres, il y a un comité d'entreprise exécutif ce matin de l'UEFA. Et apparemment, ces clubs ne seront pas punis. En tout cas, c'est ce qu'avait déjà laissé présager le président de l'UEFA, Alexander Seferin. Je n'ai pas de milliards à offrir aux clubs anglais. Et en outre, si je leur donnais ces milliards, les clubs ne s'excuseraient même pas et ils continueraient à faire comme bon leur semble. Ils savent qu'ils ont fait une grosse erreur avec ce projet. Ils m'ont appelé et je respecte cette démarche. Ça n'est pas facile de reconnaître son erreur et c'est pour cela que j'ai de la considération pour ces clubs, contrairement aux autres qui s'obstinent avec quelque chose qui n'existera pas. C'est complètement ridicule. Alejandro Valente, c'est Alexander Seferin, il ne va pas punir les clubs, il veut être gentil ou en fait il n'a pas le choix? Je pense qu'il y a un peu de réalisme quand même. L'UEFA a besoin quand même des grands clubs, des rentrées que génèrent les grands clubs. Donc je pense que tout le monde a compris que cette aventure a été un échec, mais qu'il faut quand même garder les grands clubs dans les girons de la Ligue des Champions pour continuer à assurer la rentabilité de cette compétition et l'attractivité de cette compétition. Donc l'idée d'exclure, comme certains l'évoquaient, le Real Madrid ou la Juventus la saison prochaine ne tenait pas debout. C'était une mesure trop extrême et je pense que les dirigeants de ces clubs se sont punis eux-mêmes en lançant cette aventure et en dégradant leur image et celle de leur club aux yeux du monde. Même si c'est une aventure qui a écouté Florentino Pérez du Real Madrid n'est pas encore véritablement terminée, la Porta du Barça aussi. Xavier, en fait, c'est une aventure, on en parlait depuis 25 ans de cette histoire de Super League. On en parle en fait à chaque fois que l'UEFA se retrouve dans la situation de réorganiser un peu la compétition. Mais alors justement, elle va laisser des traces en fait, cette histoire, où elle en a déjà laissé. Le nouveau projet
projet de Ligue des Champions, il s'inspire ou il est inspiré de ça? En fait, la Super League, c'est à peu près ce que voulaient les clubs. Et entre-temps, l'UEFA a fait un projet qui est un peu un mixte. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils vont l'élargir à 36 clubs, contre 32 actuellement, pour justement donner un peu plus encore aux clubs historiques, si on peut se dire, là, et garder un peu d'ouverture pour les autres quand même, histoire de garder, pour que ce ne soit pas une ligue complètement fermée. Donc, les grands clubs n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient complètement, mais l'UEFA a maintenu l'illusion que cette compétition reste ouverte à tous. Donc on était dans un jeu d'équilibre. Moi, je pense que l'UEFA s'en sort gagnante de ce match-là, puisque les grands clubs, les promoteurs de ce projet de Super League ont été totalement désavoués. Mais ils continuent à gagner par étapes, en fait, parce que il y a déjà 20 ans ou 25 ans, quand la Ligue des Champions a commencé à être réformée, on travaillait à France Football avec El Jefe, et donc on faisait régulièrement des dossiers sur ce qu'ils voulaient. Alors ils voulaient 3 clubs par championnat, puis 4, et puis à chaque fois, ils les ont obtenus, ces grands clubs, ces avantages. Ils voulaient surtout l'argent, ils voulaient une répartition différente de l'argent de la Ligue des Champions. Ils veulent moins partager, bien sûr. Voilà. Donc, ils ont pas obtenu ce qu'ils voulaient selon ce projet de Super League, mais avec la nouvelle formule de la Ligue des Champions à partir de 2024, on s'en rapproche un peu quand même. Rémi, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce Big Bang de la Super League cette semaine? L'expérience, c'est la somme des échecs. Et d'ailleurs, là, ce n'est pas un échec. C'est Mandela qui disait, chaque fois que j'ai échoué, j'ai toujours appris. Donc, à une certaine période, quand on me dit que c'est un échec, non. Parce que, justement, les grands clubs viennent de nous montrer, d'ailleurs, Tony Kroos l'a bien résumé, que on nous fait aller jouer tel championnat au Qatar, tel autre coupe à tel ou tel endroit. Ils sont en train de nous épuiser, c'est-à-dire que l'UEFA épuise des joueurs et ils se font beaucoup de beurre. Mais en réalité, qui investit pour l'UEFA? Ce sont des grands clubs. C'est eux qui dépensent de l'argent. Et c'est l'UEFA qui en gagne et qui vous dit, eh bien, moi je vous donne ceci, je vous donne cela. Et pendant ce temps, exactement comme la FIFA Ça vous plaisait le projet de Super League? Ah, moi ça me plaisait. Ça me plaisait bien que ça soit comme ça. Parce qu'à une certaine période, lorsque vous voyez ces gens qui sont de l'UEFA là, que peut-être on ne sait même pas d'où ils viennent par rapport au football, ils viennent récolter beaucoup de choses. Et ils se mettent, c'est eux qui décident. Ces gens à l'UEFA, ils sont élus. Ils sont élus, les gens de l'UEFA. Ils sont élus par des fédérations, par des dirigeants. Je vous dis bien que et ils ont des structures pour interroger les clubs. La Porta s'endette dans les banques. Je vais te dire un truc. Dans les banques. Le Barça s'endette dans les banques. Et puis l'UEFA se fait de l'argent et ne s'endette jamais. Il y a un proverbe africain qui dit l'âne. Et il y a un proverbe africain qui dit. L'UEFA redistribue l'argent. Et il y a un proverbe africain qui dit. Oh là là. Et il y a un proverbe africain qui dit. L'âne porte du vin et c'est le roi qui boit. Allez, on y reviendra. Plus que il redistribue, mais il redistribue peut-être pas d'une manière non plus tout à fait équitable, même pour les petits. Et nous y reviendrons dans Radio Foot. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Tout de suite, les cartons de nos auditeurs internautes. Et vous allez voir, eux, ils n'ont pas beaucoup aimé la Super League. Bonjour RFI, bonjour Radio Foot International. C'est Brahim Abdullah Yafta depuis N'Djamena. Je donne un carton rouge à ce projet de Super League qui nous a fait vivre une semaine ennuyeuse. Vraiment, Dieu merci qu'il est sur le point de mourir même avant sa naissance. Carton rouge sévère à ce projet. Allez, ciao, bonne émission. Bonsoir Madame Annie, c'est Franck Mbembo depuis la ville de Kinshasa. Je donne un carton vert à Angèle Di Maria pour son coup du foulard lors du match de demi-finale entre les Paris Saint-Germain et Angers. Je suis Diop depuis 30 km de Dakar, plus exactement à Popenguine. Le premier carton est adressé au Giraffe de Dakar qui a réalisé un immense exploit en prenant la tête de son groupe pour le tournoi de la CAF au détriment justement de l'étoile sportive du Sahel. Mais aujourd'hui, c'est bien pour l'équipe dakaroise et c'est une belle image pour le football sénégalais, donc carton vert. Salut Radio Foot International, c'est Jean Béa depuis Kinshasa la RDC. Je donne ma carton vert à tous les supporters du monde qui ont manifesté contre ces fameux Super League qui voulaient détruire le football, qui voulaient mettre le fan en dehors du football. Vive le foot, vive le fan.
Bonjour Radio Foot International, c'est Mananzambi depuis Libreville au Gabon. Je donnerai un carton rouge à José Mourinho qui s'est fait renvoyer lors de son 4e passage dans 4 clubs différents. Et voilà, à défaut d'être un grand entraîneur, il prouve aux yeux du monde qu'il est devenu un spécialiste de renvoi. Alors, on espère que le prochain club qu'il recrutera pensera à sa poche. Merci. Salut Radio Foot, c'est Idrissa Konaté depuis Bamako. Moi, j'ai donné un carton vert à Lionel Messi. Il a aussi montré sa générosité en se privant des triplés pour donner un penalty à Antoine Griezmann. Merci beaucoup. Rémi, Messi n'est pas fini, hein. C'est le meilleur joueur du monde. Bonjour le Café des Sports, c'est Koulibaly Diagardia depuis Mali. Je voudrais donner un carton vert au capitaine du Syrie national, Naby Keïta, qui pour ce mois béni de Ramadan a fait un don de plus de 30 tonnes de riz et de sucre à la population guinéenne. Merci Capi. Mon nom c'est Mota, je vous suis depuis Sénégal. Mon carton c'est vert pour Moro Icardi, qui nous a donné hier un triplé. Moi c'est Georges, je vous appelle de Londres. Mon carton aujourd'hui c'est carton rouge aux dirigeants d'Arsenal, à la famille Kroenke, même si George Kroenke veut apaiser la situation. Et puis je dis bravo à tous les fans qui se sont opposés à cela. Bravo, carton vert à vous. Et puis Romain Ngono, c'est Emirates, vous voyez, Emirates. Merci, bonne émission, ciao. Bye. Rémi, vous avez remarqué, les auditeurs, ils aiment bien vous parler et vous adresser des cartons indirectement. En tout cas, bravo de vous être mis en scène devant l'Emirates Stadium. Et la sortie de Rémi tout à l'heure pour la Super League a choqué beaucoup d'auditeurs. Il y a Frédéric Counou qui dit arrête Rémi, même Madame Annie ne revient pas de ce que tu es en train de dire, ou mettre les juristes NDI. Et dit vraiment Annie Gasnier, quand on voit son visage, elle ne croit pas à ce qu'elle entend. Nos cartons du jour, eh bien, Radio Foot International met 2 cartons verts, des cartons d'encouragement à 2 journalistes guinéens, confrères des sports emprisonnés à Conakry, à savoir Amadou Dioulde Diallo, journaliste de la radio-télé RTG, en détention depuis le 27 février, et Ibrahima Sadio Ba. Tous les deux, on leur reproche des choses qu'on ne devrait pas reprocher à des journalistes. Reporters sans frontières s'occupe d'eux, mais il faut se mobiliser. Libérer nos confrères sportifs. Xavier Barret. Carton rouge comme ma veste, c'est pour ça que j'ai mis cette veste. Oui, carton rouge aux dirigeants de ces grands clubs, comme beaucoup de téléspectateurs et d'auditeurs de RFI l'ont fait dans leur carton. Carton rouge parce qu'ils ont oublié une chose, c'est que si le Real de Madrid, si Manchester United, si la Juventus sont devenus des grands clubs, c'est parce qu'à une époque aussi, ils sont allés gagner des matchs contre le Slavia Wrocław en Pologne ou le CSKA Sofia en Bulgarie, que le football, c'est justement la confrontation avec les autres, parfois plus faibles, qui peuvent vous surprendre de temps en temps. Carton rouge parce qu'ils ont oublié les principes essentiels du sport, et j'espère que justement l'UEFA veillera à ce qu'on garde cette ouverture, même si elle est plus étroite qu'avant. Ça fait des belles histoires et ça crée des légendes surtout. Rémi, rapidement, 20 secondes. Alors, carton vert à Karim Benzema, 33 ans, et qui, une fois de plus, est en train de prouver qu'il a vraiment atteint la maturité avec 21 buts inscrits, tout en rappelant qu'il ne marque pas assez de pénalty. Si oui, le seul obtenu par Real Madrid depuis octobre 2020. Donc, Karim Benzema a battu le record de Raúl González en marquant contre tous les clubs espagnols. Et lui, il ne bavarde jamais. Comme le dit un proverbe africain, le chien qui ne mord pas, le chien qui aboie ne mord pas, et c'est lui qui n'aboie pas mord. Rémi, je vous ai cru là. Alejandro. Allez, carton vert rapidement à la CONMEBOL, la Confédération sud-américaine de football, et l'UEFA pour leur accord qui permet d'échanger des arbitres pour l'Euro et la Copa América. Il y aura un arbitre argentin à l'Euro, un arbitre espagnol à la Copa América, et ça ouvre des perspectives pour toutes les confédérations et pour toutes les compétitions. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir distribué vos cartons dans les temps. Merci aussi à vous, chers auditeurs. Et n'hésitez pas toutes les semaines et mettez-vous en scène, mettez des maillots. On adore ça et on vous diffusera dans l'émission. Merci à tous et à lundi.